Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition de ce journal en français. Voici à présent les principaux titres. Signature mercredi soir des accords de partenariat franco-vietnamien sur la simplification des formalités d'obtention de visas touristiques en France pour les citoyens vietnamiens. La ville de Da Nang, dans le centre, arrive de nouveau en première position du classement de l'indice de compétitivité provinciale ICP 2014, suivi de la ville d'Odom Thap et celle de Lao Cai. Découvrons la fête villageoise, une coutume de longue date du peuple vietnamien. Elle est destinée à honorer les ancêtres qui ont contribué à l'édification de la localité ou du pays. Une délégation du ministère de la police chinoise conduite par son ministre Guo Sun-kun est arrivée aujourd'hui au Vietnam. Le ministre de la police chinoise a rencontré son homologue vietnamien Chut Lai Quang. Les discussions se sont focalisées sur la coopération de deux pays dans la lutte contre la criminalité, la drogue et la traite humaine. À cette occasion, les deux parties ont signé le plan de réalisation de mémorandum de la 4e conférence ministérielle sur la coopération dans la lutte contre la criminalité et l'amélioration de l'efficacité des mécanismes de coopération existants. Toujours cet après-midi, le ministre de la police chinois a été reçu par le ministre de la Défense, le général Phong Quang-Thanh. À l'issue de l'entretien, les deux parties ont signé l'accord de coopération sur l'établissement d'un mécanisme de coopération dans la défense frontalière entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Police. En réaction aux propos de Huo Chunyun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères sur les travaux de construction chinois illégaux sur les récifs dans les secteurs de l'archipel vietnamien de Trường Sa, Lê Hải Bình, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, a déclaré que le Vietnam a eu des contacts au plus haut niveau avec la Chine sur ce sujet. Le Vietnam réaffirme encore une fois que le Vietnam possède suffisamment de preuves juridiques et historiques confirmant sa souveraineté légitime vis-à-vis des deux archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa. Tous les travaux étrangers de construction ou d'élargissement des récifs dans les secteurs de ces deux archipels sans l'autorisation du gouvernement vietnamien sont nuls et non avenus. Le Vietnam rejette catégoriquement ces agissements et demande aux parties concernées d'observer strictement la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale pour la paix et la stabilité en mer. Lê Hải Bình a par ailleurs salué le retrait de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme par Washington. Il s'agit d'une avancée cruciale pour la normalisation diplomatique bilatérale. Une bonne nouvelle pour les Vietnamiens désireux de voyager en France dans les temps à venir. Des accords de partenariat ont été signés mercredi soir par l'ambassadeur de France au Vietnam et les représentants de 6 agences de voyage vietnamiennes. Elle a pour but de simplifier les formalités d'obtention de visas touristiques en France pour les citoyens vietnamiens dans le contexte de forte augmentation du nombre de dossiers. Les 6 agences de voyage vietnamiennes qui ont signé des accords de partenariat avec l'ambassade de France au Vietnam sont Hanoi Red Tour, Nasi Travel, Hanoi Iso Tour, Hanoi Tourist, South Pacific Travel et Vietfood Travel. Ces accords permettent aux touristes vietnamiens de fixer des rendez-vous prioritaires en groupe avec l'ambassade de France. Les formalités d'obtention de visa seront aussi plus simples et plus courtes. Étant partenaire de l'ambassade de France, notre compagnie pourra simplifier au mieux les formalités afin d'obtenir le visa d'entrée en France pour nos clients. Cette coopération permet aussi de renforcer la promotion de l'image de la France et de l'Europe vis-à-vis des touristes vietnamiens. Les touristes de ces agences donc, auront à présenter moins de papiers parce qu'ils seront présentés par ces agences. Concrètement, il y aura moins de certificats concernant la rémunération, concernant le contrat de travail, enfin, ce genre de documents qui servaient tout simplement à rassurer le consul avant qu'il puisse donner le visa. Ça maintenant, puisque c'est l'agence de voyage qui nous rassure,
la délivrance va se faire sur des documents très simples. La signature de ces accords est qualifiée de nécessaire dans le contexte où le nombre de touristes vietnamiens se rendant en France ne cesse d'augmenter. Nous souhaitons avoir plus de touristes vietnamiens qui viennent visiter la France et nous avons pour objectif de doubler en 2 ans le nombre de visas touristiques qui seront délivrés. Et donc nous invitons les touristes vietnamiens à venir visiter la France, à venir découvrir notre pays. Vous y êtes les bienvenus. En 2014, la France a continué d'être la destination préférée des touristes étrangers. L'an dernier, l'ambassade de France a délivré près de 11 000 visas aux touristes vietnamiens, soit une hausse de 62% par rapport à l'année précédente. Sur invitation du Premier ministre Nguyen Thanh Dung, la Première ministre norvégienne Erna Solberg effectue une visite officielle au Vietnam du 16 au 18 avril. Cette deuxième visite de la Première ministre norvégienne a pour but de renforcer les relations de coopération avec le Vietnam. À cette occasion, notre reporter de la chaîne VTV4 a eu un entretien avec Madame Siren Germ Eriksen, ambassadrice de Norvège au Vietnam. Nous l'écoutons. La Norvège et le Vietnam ont établi leurs relations diplomatiques en 1971. Que pensez-vous des résultats de la coopération bilatérale ces dernières années? 44 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Norvège et le Vietnam possèdent aujourd'hui une solide amitié et une coopération fructueuse dans divers domaines. Les deux pays ont tenu des consultations politiques bilatérales de façon régulière et je crois que cette relation va continuer à se développer plus fortement. Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises norvégiennes ont investi au Vietnam dans de nombreux domaines, y compris le port maritime, le pétrole, la pêche, l'agriculture, ainsi que les technologies de l'information et l'environnement. La première ministre norvégienne effectue sa visite officielle au Vietnam du 16 au 18 avril. Pourriez-vous faire connaître l'objectif et la signification de cette visite? Cette visite officielle de Madame le Premier ministre a pour but de renforcer davantage la coopération entre la Norvège et le Vietnam. Madame Erna Solberg se rend aussi au Vietnam en tant que coprésidente du groupe d'action pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Elle a choisi le Vietnam parce que c'est un excellent exemple en matière de mise en œuvre de ces objectifs. Dans le même temps, elle aura également des discussions avec les dirigeants vietnamiens pour discuter de nouveaux mécanismes de coopération dans les nombreux domaines où les deux pays ont des intérêts communs. D'après vous, dans quel domaine les deux pays devront concentrer leurs efforts afin d'intensifier davantage leurs relations de coopération bilatérale? Je suis confiante dans les potentiels et la volonté de deux pays de renforcer et d'approfondir leurs relations actuelles. Nous sommes conscients du rôle croissant du Vietnam dans le monde ainsi qu'au sein de l'ASEAN. Nous tenons compte que la coopération économique et les échanges commerciaux profitent tant au Vietnam qu'à la Norvège. Comme je l'avais annoncé, nous nous attendons à ce que l'accord de libre-échange avec le Vietnam soit bientôt conclu et qu'il contribue à doper les relations économiques et commerciales entre les deux pays. De plus, comme le Vietnam et la Norvège sont tous deux des pays côtiers, la coopération maritime et océanique sera aussi une priorité. Je vous remercie. Les deux navires Kirisaem et Asayuki de la force maritime d'autodéfense japonaise, avec leurs 500 officiers et marins à bord dirigés par le colonel Sugimoto Masaharu, ont jeté l'ancre ce jeudi au port de Tiên Sa, ville de Da Nang, pour une mission de 5 jours au Vietnam. Cette visite a pour objectif d'intensifier la coopération et de partager les expériences entre les marines japonaises et vietnamiennes. Durant son séjour au Vietnam de jeudi à dimanche, cette délégation rendra des visites de courtoisie aux dirigeants du comité populaire de la ville de Da Nang, au commandement de la 5e zone militaire et au commandement de la 3e zone de la marine. Des échanges d'expériences professionnelles ainsi que des activités sportives sont prévus.
La ville de Da Nang, dans le centre, arrive à nouveau en première position du classement de l'indice de compétitivité provincial IPC 2014. Selon les résultats du rapport annuel sur l'indice de compétitivité provincial IPC 2014, publié aujourd'hui à Hanoï par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et l'Agence américaine pour le développement international, la ville de Dong Thap et celle de Lào Cai arrivent en deuxième et troisième place dans le classement de l'IPC 2014. Les détails. L'enquête de l'ICP 2014 a été réalisée auprès de plus de 11 000 entreprises privées et entreprises à participation étrangère. Parmi les 5 villes et provinces relevant d'un groupe excellent, Ho Chi Minh Ville fait partie pour la première fois des 5 grandes villes les mieux gérées. La ville de Da Nang continue d'arriver en première place avec 66,87 sur 100 points. Une des raisons de ce succès, la réalisation efficace de l'année des entreprises de Da Nang 2014. Le gouvernement municipal s'intéresse aux entreprises. Le centre de la préoccupation est la réforme administrative des services en faveur des entreprises. Nous nous intéressons également à l'éducation et la formation des fonctionnaires et des employés publics. Ceux qui travaillent avec la communauté des affaires ont modifié l'attitude dans le travail et se montrent enthousiastes envers les entreprises. La province de Lào Cai a également connu des progrès remarquables. Lào Cai arrive en tête sur l'indice de transparence des affaires. Parallèlement au changement dans la gestion, la province de Lào Cai accélère également l'application des technologies de l'information comme l'inscription des entreprises au service du plan et de l'investissement, la douane électronique, les activités d'import-export. Nous procédons également à l'imposition électronique. Le rapport a également reconnu les efforts des provinces de Vĩnh Phúc, Long An, Thái Nguyên, Kiên Giang, Bắc Ninh et Tuyên Quang quant au renforcement du dialogue entre les entreprises et les autorités provinciales. Les provinces du dernier groupe ont connu un progrès remarquable. Par contre, les provinces du premier groupe ont tendance à ralentir. Par rapport aux années précédentes, les initiatives de réforme des provinces du premier groupe ne sont pas nombreuses. La publication de ce rapport intervient au moment où les États-Unis et le Vietnam fêtent leurs 10 ans de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et l'Agence américaine pour le développement international dans l'élaboration de l'indice de compétition provinciale. Bonne information pour les investisseurs étrangers. Selon le rapport de la Banque mondiale sur l'économie de la région Asie de l'Est-Pacifique, rendu public ce lundi le 13 avril, le Vietnam est le seul des 9 pays d'Asie de l'Est à voir les prévisions sur la croissance de son PIB ajustées à la hausse cette année. Le rapport de la Banque mondiale prédit une croissance de 6% pour l'économie vietnamienne cette année, soit une hausse de 0,5% par rapport aux prévisions faites en octobre dernier. Après avoir affronté quelques difficultés à la mi-2014, l'économie vietnamienne a de renouveau repris et sa croissance, enregistrée à la fin de l'année dernière, a dépassé les attentes. Cela a dû à l'amélioration des indicateurs de la macroéconomie, à la croissance durable des investissements directs étrangers dans le secteur manufacturier et sur les exportations, aux réformes importantes concernant l'environnement des affaires. M. Sudhir Shetty se montre également optimiste vis-à-vis des prévisions à moyen terme sur la croissance du PIB et la stabilité macroéconomique du Vietnam. Cependant, la croissance annuelle prévue par la Banque mondiale est toujours inférieure à celle de 6,2% fixée par le gouvernement vietnamien pour 2015. Selon M. Sudhir Shetty, l'économie vietnamienne est toujours affectée par les agitations dans le reste du monde. Les prix du riz et d'autres produits agricoles dans le monde auront un impact négatif sur les revenus et la consommation des ménages dans les régions rurales et cela risque d'arrondir l'écart entre la ville et la campagne, entre les riches et les pauvres. La chute du prix du pétrole pourrait également faire pression sur les revenus.
Toutefois, la Banque mondiale estime que le Vietnam a en ce moment de nombreux facteurs favorables, notamment les accords commerciaux qui sont en phase d'être négociés. Cela pourrait apporter des opportunités aux entreprises vietnamiennes d'atteindre des marchés plus grands et plus potentiels. Voici à présent les taux de change et l'indice boursier au Vietnam. Voici à présent deux informations résumées en bref et en images par Van Lam. Le modèle des timbres et des tampons de la Poste du Vietnam ont remporté les premiers prix au concours de design de timbres postal de l'ASEAN. Le résultat a été publié le 17 février dernier. Ce concours, le premier du genre, a réuni 55 modèles sélectionnés parmi les 10 pays membres. Les auteurs des modèles de timbres et des tampons postaux vietnamiens sont deux peintres de la Compagnie générale de la Poste du Vietnam, Vũ Kim Liên et Nguyễn Du. Ces modèles représentent l'unanimité de la communauté de l'ASEAN. La cérémonie de publication de ces modèles sera organisée le 8 août à Jakarta en Indonésie. Plusieurs objets et os d'animaux de l'ère néolithique datant de 4000 ans ont été découverts dans le site archéologique Thạch Lak, district de Thạch Hà. Cette fouille est réalisée du 20 mars au 20 mai par l'Université nationale de Hanoï et l'Université nationale d'Australie. Les objets retrouvés sont des objets en pierre, en os et des dents d'animaux. Ces objets seront envoyés dans le musée de Hà Tĩnh pour les préserver. Les unités spéciales de Saigon ont contribué de façon importante à la victoire historique du 30 avril 1975 et à la réunification du pays. Cette force spéciale qui combattait en secret dans le cœur de la ville de Saigon est née dans la population et fut protégée par elle. Parler de la force spéciale de Saigon, c'est évoquer les combats et les exploits importants qui font partie de l'histoire de la guerre du Vietnam. Rencontrons sans plus tarder quelques membres de cette force spéciale 40 ans après la guerre. Titre: Saigon a été ébranlé par des explosions simultanées dans 5 endroits cruciaux au centre-ville. Le palais de l'indépendance, la radio de Saigon, le siège de l'état-major de l'armée du Sud, le commandement de la marine et l'ambassade des États-Unis ont été attaqués. Une bataille historique qui a été minutieusement préparée par les unités spéciales de Saigon. Elles ont fait creuser en secret 13 entrepôts souterrains pour cacher les armes. Le sous-sol le plus grand, capable d'abriter jusqu'à 2,5 tonnes d'armes de toutes sortes, est situé juste en dessous de cette maison, dans l'actuelle rue Nguyễn Đình Chiểu. Mon mari était très jeune et très fort à l'époque. Il a creusé lui-même ce sous-sol pendant plus d'une année. Cet entrepôt souterrain est vraiment un ouvrage extraordinaire. Le creusage s'effectuait pendant la nuit, petit à petit, sans aucun bruit. On a dû utiliser des outils très rudimentaires. M. Lam Quoc Dung était l'une des personnes qui s'occupaient de la production de faux papiers d'identité pour les soldats de la force spéciale de Saigon. Avec des outils très simples, il a contribué à légaliser le statut de centaines de soldats secrets et à les protéger jusqu'au jour de la réunification. C'était une tâche que j'accomplissais avec tout mon cœur. Il fallait être très attentive, très minutieuse. J'ai fait tous mes efforts pour que les cartes d'identité soient les plus variées possibles. Sinon, la vie de mes camarades aurait été mise en danger. Protégée par les habitants, la force spéciale s'est arrondie et s'est confortée au cœur de la ville, en dépit des répressions brutales exercées par l'ennemi. Durant les derniers jours de la campagne de Ho Chi Minh,
les unités des forces spéciales de Saigon, de concert avec les unités de l'armée révolutionnaire, se sont emparés des points stratégiques, des axes routiers et des ponts importants et ont tracé la voie pour les forces armées attaquant le centre névralgique du régime de Saigon. Les habitants de Saigon savaient bien qu'ils risquaient d'être arrêtés, voire tués, s'ils abritaient les soldats des forces spéciales. Cependant, ils ont fait fi du danger pour nous protéger. Après 40 ans, les illustres soldats de la force spéciale d'autrefois sont aujourd'hui septuagénaires. Tous se montrent très heureux de se retrouver et de se rappeler les camarades tombés au combat. Pour eux, le bonheur est tout simplement de ne pas être oublié par leurs camarades. Que l'histoire nationale n'oublie pas les soldats héroïques d'un passé pas si lointain. La fête villageoise est une coutume de longue date du peuple vietnamien. Cette fête est habituellement organisée au printemps et dure environ de 3 à 5 jours. Elle peut avoir des significations ou des nuances spécifiques selon les localités, mais elle est partout destinée à honorer les ancêtres qui ont contribué à l'œuvre d'édification de la localité ou du pays. C'est pourquoi cette fête représente une activité inhérente de la vie culturelle des habitants ruraux du Vietnam. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, Vu Anh vous en dit plus. La fête du village commence toujours avec le rite de la procession du génie du village. Ce génie peut être un saint, l'ancêtre d'un métier ou une personne ayant eu des contributions importantes pour le village ou le pays. Cette procession peut regrouper jusqu'à 300 voire 400 personnes qui participent à la procession du palanquin, de la table de culte, du drapeau en 5 couleurs du bouddhisme ou des anciens ordres royaux adressés à ce village. Seules les personnes les plus âgées du village peuvent assister à la partie la plus solennelle de la cérémonie rituelle qui se passe à l'intérieur de la maison commune du village. La présentation des offrandes à l'autel des ancêtres y est indispensable. Mỗi nhà thì 50, có năm thì có người ta đóng 100. Tự nguyện, nhưng mà người ta biết là ấy ra thế là làm. Les offrandes de la fête du village sont plus simples que celles du mariage. Il faut seulement du riz client cuit à la vapeur, du porc bouilli et des demi-sels de riz. L'objectif principal de la fête est de procurer de la joie aux habitants et non pas de manger ou boire. La deuxième partie de la fête est beaucoup plus animée. Elle comprend des jeux folkloriques comme la lutte, les combats de coq, le jeu de balançoire et les parties de jeux d'échecs. Souvent, c'est la lutte qui attire le plus de spectateurs, même les habitants des autres villages. Le jeu d'échecs humain y est aussi indispensable. Mais le jeu le plus amusant est celui de la capture des canards. Il y a des moments où les joueurs pensent pouvoir saisir un canard, mais ces canards ne leur glissent des mains. Cela rend les jeux amusants. Ceux qui peuvent attraper les canards reçoivent des récompenses. C'est aussi une motivation. Une partie intégrante de la fête du village est la danse de la licorne. Cette danse rend l'ambiance du village plus excitante pendant le jour des festivités. Les membres de l'équipe de danse doivent s'entraîner plusieurs jours avant la fête pour leur performance. Le soir, les villageois peuvent profiter des spectacles des arts folkloriques, par exemple du Chiao, l'opéra folklorique du Nord, qui est donné par les artistes amateurs du village même. Parfois, les habitants des villages voisins présentent aussi leurs numéros à cette fête. Có năm thì tổ chức 2 ngày, tức là 2 đêm, đêm 13 và đêm 14.
Đấy, năm nào mà các cụ phấn khởi này thì các cụ làm cho 2 trận như thế. Chứ còn Il y a des années où le spectacle de Thiers est donné pendant 2 soirées consécutives. Dans la journée, on peut trouver des séances du chant interné, le Quan Họ. Pendant les 3 jours de la fête, le village est toujours en animation, jour et nuit. Les villageois, surtout les jeunes, en sont ravis. Anh ấy làm cho là dùng vang lên náo nhiệt cái lên. Đấy, và còn nhất là các cháu. La fête du village reflète l'esprit vietnamien. En buvant de l'eau, il faut penser à sa source. C'est l'occasion pour les habitants du village de se retrouver pour exprimer ensemble leur reconnaissance envers les ancêtres qui ont apporté des contributions à l'édification de la localité ou du pays. L'occasion aussi pour les anciens du village de sensibiliser la jeune génération aux valeurs traditionnelles de la communauté locale, ce qui aide à nourrir leur fierté du pays natal. La fête du village accueille aussi des visiteurs qui viennent d'ailleurs. À travers les festivités, ces derniers peuvent mieux comprendre la localité, ses traditions culturelles, ses monuments et ses personnalités. Voici à présent les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez toujours la revoir sur notre site web vtv4.vn ainsi que sur notre chaîne officielle YouTube. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée à vous tous.